Nous profitons du Tropics Business Summit, TBS, pour vous présenter, par le biais de ce programme, de ce plateau, le lancement en 2022 d'un projet média qui va révolutionner, pas au sens de réinventer, mais plutôt créer, ouvrir une brèche, créer quelque chose de nouveau, présenter quelque chose de nouveau, rendre visible un projet qui une ambition, une perception qui sommeille dans le cœur de beaucoup d'Africains, la volonté de se réapproprier la narration de notre histoire, de notre culture, de nos projets, de ce que nous avons de beau, de ce qui va, de ce qui ne va pas. C'est la conjonction de la vision d'une société de production qu'on appelle Inzo Abizizi, de Rufin Mikima, réalisateur et producteur talentueux, et du Tropics Group, dirigé par Vénitia Guinaud, femme de médias, que vous connaissez. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce projet au travers de sa vision, au travers de ses ambitions, mais aussi au travers des programmes qui vont le structurer. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Tropics Mobile TV. Avec moi sur ce plateau, Rufin, co-président de la TMTV, et aussi en ligne, Vénitia Guinaud, co-président de la TMTV. Alors, Rufin et Vénitia, racontez-nous l'histoire de TMTV, la vision. Pourquoi voulez-vous rajouter une autre télé aux milliards de télés qui existent déjà? Avec le numérique, tout le monde fait télé. Il y a télé du coin de la rue, télé du sommet de la montagne. Pourquoi une autre télévision? Qu'est-ce qui vous particularise? Quel est le projet? Comment avez-vous réussi à me convaincre de vous suivre dans ce projet? Rufin. Alors, comment on a réussi à te convaincre? Je pense que c'est toi qui nous diras comment on a réussi à te convaincre. Non, je pense que déjà on est parti de deux visions différentes. Enfin, pas différentes, mais de deux visions dans deux sphères différentes. Parce que moi, j'ai toujours fonctionné en audiovisuel et j'étais d'ailleurs en rejet de la télé. Personnellement, j'étais beaucoup en rejet de la télé parce que j'avais l'impression que la télé, on était dans l'immédiateté. On n'allait pas, on creusait pas profondément, on n'allait pas sur la vraie vie des gens, on était sur l'information de façon éphémère. Mais c'est la télé telle qu'on nous l'a présentée depuis toujours, telle que moi je l'ai connue, telle que je la vois ici en Europe. Et je me suis beaucoup réfugié dans le documentaire qui était pour moi la passerelle où on racontait des vies. On racontait vraiment des vies, on pouvait s'attarder au vécu des gens et on allait vraiment dans la rencontre des personnes, dans la vraie vie des gens. Et donc de plusieurs expériences aussi, production de films, d'abord sur le continent, ensuite avec des coproductions extérieures, avec cette espèce de réécriture qui se faisait aussi avec les partenaires de l'extérieur, parce qu'ils avaient une image plutôt fantasmée de l'Afrique. Quand tu présentais quelqu'un avec une belle chemise ou une voiture super chère, il fallait soit que cette personne soit corrompue ou fils de ministre ou quelque chose qui ressemblerait. Et pour beaucoup, l'image qui pourrait être l'image de l'Afrique, c'est celle de la misère, c'est celle des gens qui vivaient dans les cases. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà en tant que documentariste envie de déconstruire. Déconstruire ces clichés. Et il se trouve que Vénitia m'a invité un jour à prendre part à ces multiples activités. Là, c'était vraiment un débat sur le regard des cinéastes africains sur leur propre histoire. Et on a longuement discuté sur cette question. Et avant d'ailleurs, même cette rencontre, elle m'a présenté son média. Et j'avais l'impression qu'en fait, c'est la personne que j'attendais depuis toujours pour retrouver dans mes envies à moi de raconter des histoires, c'est qui pourrait me réconcilier avec la télé. C'est pas donner une image policée de leur vie, mais c'est vraiment se raconter de la façon la plus vraie qui soit. C'est dire quand on est noir, quand on est blanc, quand on a mangé, on a mangé, quand on n'a pas mangé, on n'a pas mangé. C'est vraiment être dans le vrai.
Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi au niveau des médias, au niveau de la télé. Du coup, voilà, cette fille, elle faisait corps avec mes envies de film. Et du coup, on s'est dit, créons quelque chose qui soit pas une énième télé, pas un Netflix de l'Afrique, c'est pas un média pour projeter des contenus cinématographiques, mais c'est une télé qui va être, alors déjà une télé à la demande, mais une télé qui va nous donner aussi cette passerelle, à la fois des films, mais aussi nos émissions qu'on a très peu d'occasion de voir ailleurs. Moi, je pense que la rencontre avec Rufin s'est faite à une période où moi-même j'étais aussi en quête, peut-être pas de mon identité, mais il y a quelque chose, il y a un événement qui s'est produit en fait à cette période-là quand j'ai fait la connaissance de Rufin. Et j'apprenais justement que oui, j'ai toujours pensé que j'étais du Congo-Brazzaville, mais alors qu'il y avait un pan de l'Angola et du Cap-Vert. Et donc Rufin va rentrer dans ma vie non seulement comme un grand frère, mais aussi on va commencer à échanger justement sur plein d'autres sujets. Et ça va nous emmener sur le type de médias que les Africains consommaient. Et c'est là que je vais découvrir que Rufin lui-même aussi nourrissait un projet justement de télévision, mais pas un Netflix bis, mais quelque chose qui pourrait avoir une très très bonne dynamique et aussi refléter les vraies réalités du continent, que ce soit en termes de contenu, de producteurs de contenu comme de consommateurs. Et je pense qu'on s'est retrouvés quelque part. Et il y a plein de choses que l'on partage aujourd'hui ensemble avec Rufin. Et vraiment intéressant de montrer qu'il y a une culture business qui existe et qui n'a jusqu'ici pas été assez valorisée. Et c'est dommage qu'on ait aussi cette scission au niveau de l'Afrique francophone, au niveau de l'Afrique anglophone. Et c'est ramener justement l'Afrique francophone auprès des anglophones qui se croient être les détenteurs de tous les codes multimédia. Mais c'est l'occasion de leur montrer qu'il y a des choses à faire et qu'il y a également des environnements à découvrir, des parcours à voir. Et ça, c'est important. Et pour nous également, avoir dans la boucle non seulement Rufin et Vénitia, volonté de Vénitia et de Rufin et ramener un titan du multimédia tel que Richel Bongo-Noira, qui pour moi demeure un modèle et qui m'a saccagé la première fois que je l'ai entendu critiquer mon émission radio, mais c'est quelqu'un qui nous ramène justement à nous élever par l'effort, et cette excellence justement on y arrive pas à pas. Et tout de suite, on va lancer la version bêta, mais pour y arriver, il fallait partir de l'idée vers quelque chose. Et ça a été vraiment avec le concours de tous ceux qui nous ont accompagnés. Je citerai Richel Bongo-Noira, je citerai Pamela Binika. Et ça, c'était des gens qui étaient vraiment des héros dans l'ombre. Et aussi baigner dans cette... moi, j'ai appelé ça mon Gotha noir à moi, mon Gotha des doers. Et ce Gotha de doers qui, à la fois, vous groom non seulement du point de vue de l'âge, mais aussi en étant juste à côté d'eux. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils influent aussi par leur expérience et nous emmènent justement à comprendre que, mais oui, on peut être en Afrique, on peut être CEO de Tropics Group en Afrique, mais on ne connaît pas tout. On a devant nous des aînés non seulement en âge, mais des aînés aussi en expertise. Et cette expertise, moi, je tiens à la valoriser. Et autour de ces réseaux-là qui s'entremêlent, on arrive à rencontrer autant de monde. Et c'est grâce à Tropics Mobile TV, bien que je sois du Congo-Brazzaville, que je découvre quelqu'un comme Nixiana. Et ça, pour moi, c'est autant de pans qui se créent. Et c'est vraiment ça la magie de Tropics Mobile TV. Et c'est pas une télé... une énième télé, mais plutôt une télé qui vient changer un peu, bousculer les codes, sans pourtant vous éloigner de vos télés habituelles, mais dans un format qui pour nous est plus ou moins inédit, parce qu'on fait un retour vers le journalisme pur, avec une ligne éditoriale, mais il faut être derrière l'écran pour le savoir. Il y a des pleurs, il y a des disputes, il y a des choses, mais c'est des disputes et des pleurs avec des vrais combats d'idées et non des combats de mauvaise compétitivité. Et c'est des éléments pour moi qui constituent l'ADN de cette télévision, qui fait en fait du smartphone et se réapproprie ce smartphone qu'on utilise chaque jour. Je pense que le storytelling, on vient de le pousser encore plus loin. Il ne s'agit pas de dire que l'Afrique est le continent le plus connecté, mais il s'agit
s'agit de dire c'est le continent le plus connecté et détenteur de son storytelling, de sa vision, de ses idées et de sa portée aussi internationale. Donc on est vraiment dans cette dynamique pour aller casser, bousculer les codes, faire ce qui n'a jamais été fait, peut-être ce qui a déjà été fait mais autrement, avec une vision mais de professionnels des médias, du cinéma, qui vont arriver à raconter leur Afrique selon leur prisme. Alors, la particularité, c'est aussi la rencontre. En tout cas, tout va vraiment de pair. La rencontre entre Vénitia et moi, et ensuite avec toute l'équipe. Moi, je viens de l'audiovisuel, je viens du cinéma, j'ai souvent, en tout cas, imaginé mes créations sous le prisme culturel. On a une idée à défendre, on a un discours à défendre. Ça se limitait très souvent, comme au pays, dans nos pays, beaucoup de nos pays en Afrique, il n'y a pas d'aide à la création. Pour exister, il fallait rentrer dans une coopération qui se faisait avec les pays du Nord. Et cette coopération avec les pays du Nord, bien sûr, elle entraînait aussi une réécriture de notre façon de penser. Et là, ce qui m'a touché aussi, et c'est ce qui fait la force justement de notre union, Vénitia et moi, c'est que Vénitia vient du monde des médias, mais des médias business surtout. Elle est vraiment c'est vraiment une spécialité pour elle, c'est essayer d'entraîner des synergies pour que, lorsqu'on pensera tech par exemple, qu'on pense à l'économie du tech, lorsqu'on pensera tourisme par exemple, qu'on pense à l'économie du tourisme. Donc c'est vraiment cette ligne qu'on a envie d'apporter. Bien sûr, on va raconter l'Afrique, on va raconter ses particularités, on va raconter son regard vrai, mais c'est surtout, on va apposer à ce regard vrai aussi sa part économique. C'est aujourd'hui, à la fois dans sa fabrication, même des créateurs de contenu qui vont travailler avec nous, on n'est pas dans un programme où on dira aux gens, voilà, vous travaillez et on verra après. C'est, vous travaillez, si aujourd'hui il y a 10 francs, comment ce 10 francs, il peut bon, on parle maintenant en euros en France, mais bon, je reste au Congo-Brazzaville du chien par exemple, s'il y a 10 francs CFA, comment ces 10 francs CFA vont servir à rémunérer les différentes parties qui rentrent en ligne de compte de la fabrication de ces contenus, et comment ça fait vivre aussi la chaîne, et surtout comment le conseil qui a été donné, ou bien la visibilité qui a été donnée à tel ou tel personnage, sera aussi une valeur économique pour ces personnages. Donc c'est vraiment la rencontre entre la culture et le business, ça fait qu'on est une chaîne qui est plutôt dans la culture du business. La culture business. Vénitia qui vient plutôt du milieu du business, de la communication. Comment on trouve un équilibre entre le journalisme et la communication? Parce que c'est ça, faire la différence entre les deux est un gros défi, surtout pour les médias du continent. Absolument. Comment on arrive à trouver l'équilibre? Je crois que c'est déjà en recherchant ou en mettant un point d'honneur sur son africanité, parce que cette africanité va nous emmener à être groomed, un peu comme un parent qui nous remet toujours au pas. Et je me dis ne pas aussi toujours chercher à trend, comme on dit, mais c'est d'aller sur l'essentiel. Et je pense qu'il y a un canal qui existe entre la communication et le journalisme. Je pense qu'il n'est pas assez exploité, parce qu'on peut vraiment gagner à rendre la balle aussi au continent africain de par son contenu qui n'est pas, ou encore de sa propriété intellectuelle. Je pense qu'il se perd un peu. Et je pense que la seule manière de le faire, c'est grâce à l'audiovisuel, la création de tels médias qui font croiser des univers, ramener un producteur de films, de documentaires, à rencontrer des hommes et femmes d'affaires et à créer de la valeur. Moi, je pense que c'est là où, en fait, de là où naît la magie. Mais au-delà de cela, je pense que notre culture est notre plus grande fierté et c'est notre patrimoine, et je pense qu'il faut chérir cela. Et comment on peut chérir au-delà du discours? C'est au-delà justement du discours qu'on peut arriver à créer des synergies, créer des écosystèmes, et aussi rappeler que les médias sont quand même des secteurs d'affaires. Et donc ces secteurs d'affaires doivent pouvoir être consolidés pour que autour d'une telle plateforme, on arrive à créer le maximum de synergies qui vont avoir un impact retentissant auprès de notre cible. Et aujourd'hui, le consommateur africain est de plus en plus demandeur de contenus de qualité, et ces contenus de qualité doivent être créés aussi
en étant en phase justement avec cette africanité-là, en n'ayant pas un regard plutôt eurocentré ou externe, mais arriver justement à s'imprégner de nos cultures et à rendre la parole à ces personnes qui sont eux-mêmes détenteurs finalement de leur code. Et c'est à eux de compter cette Afrique et nous sommes là tout simplement pour les amplifier. Deux choix importants et on structure ce projet. Le fait de choisir le mobile comme un périphérique de diffusion et que la plateforme soit une plateforme non linéaire, donc on ne sera pas dans un flux continu. Pourquoi ces choix? Pourquoi ce modèle télévisuel? Enfin. Déjà, la liberté. La liberté de consommer, la liberté de choisir à quel moment consommer, mais aussi une pénétration qu'on veut absolument plus large possible. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de gens ont 2 à 3 téléphones. Parce qu'on va avoir le réseau X, l'autre réseau et l'autre réseau. Et sur ces téléphones, on a aussi Internet. Certaines personnes n'ont pas de télé, n'ont pas de radio, mais ont un mobile. Donc pour nous, c'était vraiment important que ça soit pas juste une télé, des gens qui pourront s'acheter la dernière télé écran plat, mais même la mamie qui aura l'occasion d'aller sur WhatsApp ou qui pourra installer une application sur son téléphone puisse regarder des contenus qui parlent d'elle, qui parlent de ses rues, qui parlent de son village, qui parlent de son pays. Donc pour nous, c'était absolument important de rendre moins contraignant la circulation de cette parole. Parce que ça a été aussi un gros problème, en tout cas pour moi qui viens du cinéma, ça a été aussi un gros problème pour des films africains, des films qui étaient produits en Afrique, pour les post-produire et les diffuser, il fallait que les pellicules soient envoyées en Europe, que ça soit développé en Europe et que ça passe dans les salles de cinéma en Europe et qu'on attende 2 ans avant que ça ne revienne dans les chaînes de télévision. Aujourd'hui, dès la première mise en circulation du film ou du contenu, la personne qui est au fin fond du Mali peut voir ces images et n'attendra pas que ça soit retransmise par des chaînes dites internationales qui ont quelquefois le monopole aussi de la diffusion dans nos pays. Donc vraiment, c'était facilité, liberté d'aller et de revenir, liberté de la circulation de cette parole, mais aussi liberté dans la fabrication des contenus. Que les gens soient libres dans la fabrication de leurs contenus, que ce soit moins lourd dans la fabrication des contenus. Il y a des produits, des contenus qu'on va produire nous, mais on est aussi dans l'idée d'ouvrir cette plateforme, en tout cas d'ouvrir cette télé, à ce que des contributions viennent aussi des gens qui peuvent disposer de leur téléphone et qui peuvent faire des contenus de qualité et des contenus de qualité qui peuvent répondre à la ligne éditoriale que nous avons. Avant de pouvoir parler des programmes et des quelques promesses qui y sont attachées, ramenez-nous un peu dans l'histoire de la conception de ce projet. Comment ça s'est passé? Dans quelle ambiance les choses se sont faites, même si j'étais un peu témoin à titre personnel de ce que c'était. Mais comment on arrive, connaissant les contraintes du métier, du milieu, de l'environnement, aussi économique et financier, comment on arrive à monter un tel projet? Parce que à chaque fois que j'ai entendu des gens dans les projets audiovisuels, ils se disent toujours, c'est toujours ce mot différent, on veut faire différemment, on veut faire mieux, et à chaque fois on est buté au problème des moyens, souvent on a l'outil de diffusion, on n'a pas les contenus, alors on diffuse des clips à profusion. Quelle est la solution, quelle est la clé, quelle est la différence de TMTV? Quelle est la promesse de TMTV? Alors il y a une chose qui est importante, c'est pas qu'on dit c'est différent, chacun a envie de faire différent, chacun. Personne ne viendra vous dire je vais faire ce qui existe déjà, ça ne sert à rien de le faire. Après c'est vrai que certaines personnes pendant les modèles, ils vous diront je veux faire comme X ou comme Y, mais personne ne nous dira je veux faire ce qui existe déjà. On est toujours dans l'idée de réinventer des choses. Nous, ce qui nous a, en tout cas je pense, et je pense sous le contrôle de Vénitia, et d'ailleurs de ton contrôle aussi, puisque j'aimerais bien t'entendre là-dessus aussi. Non mais, moi j'avais l'habitude de dire à notre équipe, alors on a fait une vieille média quand même, pour voir ce qui existait déjà, et comment faire, de ne pas tomber dans les travers de ce qui existait. Et j'avais souvent l'habitude de dire à l'équipe, vous savez quoi, ils n'ont pas nous. C'est bien ce qui se fait, mais ils n'ont pas nous.
Parce que c'était ça aussi la particularité de ce média. Alors, on n'est pas peut-être les meilleurs qui existent, mais on est parti d'un idéal qui, à mon avis, est vrai tout de suite. Ça a été clair tout de suite, ça a été vrai tout de suite, ça a été juste tout de suite. C'est de se dire, c'est pas les moyens qui vont être un frein. Les moyens, ça peut se créer. Les moyens peuvent se fabriquer, les moyens peuvent se trouver. Mais avant d'arriver aux moyens, il faut avoir d'abord une vision qui soit claire. Et dès lors qu'on a notre vision qui est claire, dès lors qu'on peut mettre des outils pour que cette vision-là soit transmise à d'autres, soit expliquée à d'autres, pour répondre à un terme que tu avais l'habitude de souligner justement, dès lors qu'on arrive à expliquer quelque chose que la personne peut comprendre et qu'à son tour, elle peut expliquer à d'autres, on a gagné un pas. On a avancé vers un premier level et du coup, on peut cocher les cases. On peut cocher les cases. Est-ce qu'on a compris notre projet? Est-ce qu'on a commencé à mettre en place des outils de notre projet? Et maintenant, allons vers les moyens qui vont nous permettre de faire exister concrètement ce projet. Et c'est ce que nous avons construit. Alors ça s'est pas fait en un mois, en 6 mois. On a pris le temps aussi de poser toutes ces bases, de nous interroger nous-mêmes aussi sur ce que peut être le retour des autres, de nous faire cette autocritique, de nous dire est-ce que ce programme tel qu'on le conçoit, est-ce que moi en tant que consommateur j'y adhérerais, est-ce que c'est quelque chose qui me parlerait. Donc ça c'est quelque chose qui se construit encore avec le temps, bien sûr, mais on est arrivé à une phase où on s'est dit ok, on le comprend, le projet. On le comprend, on le sait, on sait ce qu'on veut et on peut le raconter aujourd'hui, on peut l'expliquer. C'est pour ça justement qu'on a pensé à cette phase de lancement aussi et qu'on va démarrer par une version bêta où on va montrer des contenus qui existent. L'avantage aussi c'est qu'on a certains créateurs qui avaient des contenus, on a des gens qui sont prêts à collaborer aussi avec nous, en tout cas qui épousent notre vision et on a une production derrière qui est en train de se mettre en place et qui est déjà mise en place où on va construire nos contenus aussi. Exactement, comment dire, le mot de la fin de Vénitia sonne très juste, effectivement. Enfin, tout ce qu'elle a dit avant aussi, c'est qu'on est vraiment au début de ce projet, même si on a aujourd'hui un programme, on a quelque chose déjà d'enregistré dans notre grille de programme important, mais on sait très bien que c'est infini, on sait très bien que ça va se réinventer, on sait très bien que les gens vont proposer des contenus. Tu parlais tout à l'heure quand on fait un tour sur des réseaux qui existent, là on peut voir des vidéos, il y a des gens qui ont une envie de la représentation. En tout cas, il y a une vraie crise de la représentation de notre propre image. Après, ça dépend comment on veut la représenter, mais les gens ont envie de se raconter. Et ils ont envie de se raconter. Certains comprennent que pour se raconter, moi j'ai vu récemment des challenges qu'on voit par exemple sur des médias qui existent, parce que les gens ont envie qu'on regarde ce qui se passe. Mais regarder ce qui se passe, quand on essaie de copier, alors on sait que là, il y a telle vidéo qui est sortie qui a fait des millions de vues, moi, pour que je sois vu, en tout cas pour qu'on remarque le coin de ma parcelle, il faut que je reprenne cette vidéo. Il y a une façon d'exister vraiment, sans pourtant qu'on soit dans la reprise de ce qui se fait, mais en se filmant et en se racontant, tout simplement. Et c'est cet outil qu'on veut vraiment mettre à profit avec Tropics Mobile TV. C'est vraiment une chaîne qui est participative, dans le sens où c'est pas seulement des histoires qu'on va créer. Nous, on n'a pas de monopole de ces histoires. Moi, je viens du Congo, on a des gens qui viennent du Bénin, Vénitia est en Afrique du Sud, toi tu es au Congo et en France, on va dire. Mais ça ne fait pas l'Afrique. En tout cas, ça ne fait pas le monde qu'on a envie de raconter. Pourtant, on a envie d'aller dans les 4 coins du monde. Et ces histoires des 4 coins du monde, c'est ce média, en tout cas, il y en aura d'autres peut-être, mais ce média, on offre la possibilité pour que ces histoires-là convergent, se racontent ici et que ça profite à notre génération. TMTV est une, on peut parler au présent déjà, une chaîne qui a vocation à être bilingue. La langue anglaise aujourd'hui est celle de la langue des affaires et il est intéressant justement de ne pas pouvoir faire cette scission parce que déjà on a été coupés les uns des autres du point de vue de la colonisation et il est intéressant justement de montrer les tropiques à la fois en Afrique et les tropiques aussi dans le monde et surtout dans la diaspora. Et donc cette Afrique qui se déplace, qui devient lusophone, hispanophone, arabophone, mais qui part du bassin du Congo et qui se multiplie et devient une valeur sûre, mérite d'être mise en avant. Et donc la langue ne devait pas représenter en fait un frein à la consommation de contenu, surtout qui nous ressemble, qui nous parle et qui doivent normalement être transfrontaliers.
Donc pour nous, on arrive justement à créer rapidement, on ira de fil en aiguille. Pour l'instant, on est francophone, mais sur le long terme, l'idée c'est d'arriver justement sur une chaîne qui nous parle dans notre langue et qui nous propose du contenu qui nous ressemble. Et ça aussi, ça passe justement dans les mœurs. En Afrique australe, on pensera très souvent que sur le continent africain, on a 2 grands pôles, mais par ailleurs, on a quand même 1 milliard de consommateurs qui n'appartiennent qu'à la Tanzanie et au Kenya et qui ne mettent qu'un point d'honneur que sur des contenus swahili. Et ça encore, voilà une niche qui est très très mal desservie, qui je pense peut desservir ce continent de façon grandiose. Donc Tropics TV, Tropics Mobile TV va arriver sur ces champs-là, adresser justement ces problématiques et proposer du contenu selon ces différents territoires en fonction de la viabilité, de la sériosité, mais surtout de la teneur du contenu que l'on peut développer sur ces niches-là. Je vais quand même, parce que je sens dans le regard de Ruffin qu'il faut que je parle, je veux quand même un peu m'exprimer à ce sujet sur les choses qui me confortent dans la qualité et dans les choix de ce projet. Je parlais du modèle télévisuel. Je suis un observateur des médias depuis quelques années. La couleur de mes cheveux montre que je ne suis pas très jeune. Voir aujourd'hui, par exemple, le football sur Amazon Prime, pour moi, c'est une révolution. Et pour rester sur le sujet, il n'y a pas longtemps, il y a eu un match d'une très bonne équipe française de football qui s'appelle Marseille, pour ne pas la citer, qui a terminé en échauffourée. Le match a dû être arrêté, le truc a débordé, je crois, de plus d'1 heure. Ça aurait été impossible dans une télévision classique à modèle de diffusion linéaire. Parce que la grille de programme étant figée, une fois que vous dépassez l'horaire, et vous empiétez sur le reste, et même si c'est regrettable, ça reste de l'actu. Mais à cause de ce modèle non linéaire, Amazon Prime est resté tout le temps de l'événement sur le stade, en direct. Et j'étais en train de regarder ça, je disais, mais j'étais énervé. C'était vrai que c'était de la bêtise, des supporters qui se prennent pour je sais pas quoi, c'est pas encouragé. Mais j'étais émerveillé par ça, je dis, voilà ce que rend aujourd'hui possible le numérique. Voilà ce que rend aujourd'hui possible la redéfinition du modèle télévisuel. J'ai été à une époque où encore les portables, les tablettes étaient considérés comme des second screen, des deuxième écran. Aujourd'hui, même dans la philosophie même des majors de la télévision, le mobile est devenu un écran principal. Je regarde encore, il y a une chaîne qui a été créée, où les principales chaînes françaises se sont associées pour la créer, une plateforme VOD, où on diffuse déjà qui s'allie. Pour ça, c'est déjà aussi rare pour être souligné, mais on pousse limite les gens vers ces plateformes. Voilà, ça va être diffusé tel jour, mais si vous voulez voir en entier, c'est déjà disponible demain sur la plateforme. Donc, ils ont compris l'importance de ça. Je pense qu'il faut que nous soyons... L'Afrique a besoin aussi d'être dans l'air du temps. L'Afrique a besoin de répondre aux exigences du marché ou des réalités du marché. A besoin, pour pouvoir répondre pour pouvoir combattre à part égale, il faut être capable aussi déjà de combattre. Et aussi parce que j'ai souvent vu des médias créés par des personnes qui n'étaient tous sauf des hommes de médias, par des commerçants, qui avaient suffisamment d'argent pour s'acheter un outil de diffusion, et aller débaucher des journalistes à gauche et à droite, essayer de faire un truc et faisaient du business. Dès qu'ils rentraient un peu d'argent, ils tapaient dans la caisse, et après ça coulait. C'est comme ça que dans l'histoire de nos médias, nous avons eu une multitude d'expériences. Et là, aujourd'hui, avoir un média qui est créé par des hommes de médias, par des personnes qui viennent du métier, qui sont des créatifs, qui vont penser au contenu avant de penser aux outils, qui vont penser au contenu avant de penser aux moyens, de penser à l'argent, parce que l'argent ne fait pas tout, l'argent ne règle pas la créativité. Pour moi, c'était un sujet exaltant. Je me rappelle, dans mon projet précédent, j'étais allé voir le président d'une grande radio de la place, je ne citerai pas, et pour une question de droit d'auteur sur un programme, et le gars dit, ouais, le président d'une entreprise éditrice de médias, et moi déjà, j'ai 2 millions d'euros de budget pour ma radio. Lui, il dit, fais une télé. Donc il m'a regardé de haut tout de suite,
Parce que pour lui, télé, c'était... il voyait tout de suite la débauche de moyens, le matériel. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a énormément de possibilités. Et même quand on a des outils mineurs, quand on a un peu de créativité, quand on a le sens du travail, quand on a l'amour de ce que l'on fait, on peut faire avec même peu de moyens. Les moyens ne sont pas du tout une limite, bien au contraire. C'est même là que tout commence. C'est ce qui vaut de l'argent, ce qui a de la valeur, c'est l'idée. C'est pas l'argent. C'est l'idée qui va engendrer, qui peut engendrer même des ressources plus tard. Et c'est aussi, moi, cet état d'esprit-là qui m'a pas mal attiré dans ce projet. On va terminer, après que ce soit passé au confessionnal, on va terminer par les perspectives. On présente TMTV. Est-ce qu'il y a un endroit où on va? Il y a des abonnements à prendre. De façon opérationnelle, de façon concrète, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va démarrer par une version bêta, enfin, parce que il faut bien démarrer. Il faut bien démarrer par une version bêta déjà pour nous permet déjà de voir quelle va être l'adhésion de toutes ces personnes qui nous ont suivis présenter ce projet par rapport à ce média. On pense qu'il y a une demande, en tout cas elle est certaine, puisqu'on a vu déjà la réaction de certains sur des médias européens qui existent et qui diffusent de peu de contenu africain. Là, on essaie de servir vraiment le maximum de contenu africain qu'on aura et dans leur vérité. Donc on va commencer par cette version média jusqu'en début 2022. Et ensuite, on passera justement à une formule qui sera un peu plus complète, avec bien sûr une partie qui sera freemium, avec une partie qui sera faite par abonnement aussi, et une autre partie qui sera aussi faite par du pay-per-view sur des contenus qui sont un peu spécifiques que nous aurons l'occasion de vous faire découvrir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Dans notre épopée, notre péripétie au travers de la grille de programme de TMTV, et nous allons nous attarder sur un programme qui est assez cher à mon cœur parce que le présentateur principal m'a fait une très forte impression. Et pour en parler, nous allons nous connecter avec la coprésidente de TMTV et qui est à l'origine de ce concept, Vénitia Guinaud, présidente de Tropics Group. Vénitia, bonsoir. Bonsoir Richel. Et à côté d'elle, nous avons Nelson qui sera le présentateur principal de Tropics Tech, qui est cette émission qui est l'une des émissions principales, l'un des fers de lance de notre grille de programme. D'où te vient cette idée? Et de quoi nous parle Tropics Tech? Pour moi, Tropics Tech, c'est déjà un peu ramener ce monde de la technologie vécu par les Africains pour eux-mêmes, pour cette cible qui est en train d'émerger. Et je pense que si on parle d'unicorne, ce qui sous-entend qu'en Afrique, on a aussi nos unicornes et dans nos propres codes, dans nos propres termes. Et c'est d'ailleurs ça l'idée, le leitmotiv derrière ce concept, et avoir justement à la tête quelqu'un qui comprend cet écosystème, le côtoie et vit de ça, limite d'or 2 heures par jour, et qui va se mettre en face d'autres entrepreneurs qui, eux, viendront compter quelque chose de leur parcours. Je pense qu'il fallait mettre quand même quelqu'un du même calibre en face d'eux, afin qu'on ne nous serve pas du contenu biaisé, mais qu'on ait du contenu vrai. Et là où ça pourrait pêcher, on aura en face quelqu'un qui maîtrise le sujet, qui a une certaine expertise dans la technologie. Donc la technologie pour nous, pour l'Afrique, c'est de la tech, du digital jusqu'à l'intelligence artificielle. Et c'est de montrer aussi et de rappeler surtout que l'intelligence artificielle vient d'Afrique,
qu'elle a été créée par une femme sénégalaise et c'est un peu donc pour rendre à l'Afrique ce qui lui est dû. Alors Nelson qui porte ce projet, qui je crois est coproduit aussi ce projet avec la chaîne. Nelson, alors qui es-tu Nelson? Raconte-nous un peu, parle-nous de toi. Cette question est posée souvent et c'est difficile de répondre. Alors déjà, je m'appelle Nelson Tichouli, un nom assez difficile à prononcer, et quand je me définis auprès des gens, j'ai dit que je suis un coopérant débrouillard. Coopérant débrouillard, pourquoi? Parce que ça va résumer un peu toutes mes casquettes de formateur, de technopreneur et d'éternel curieux, parce que je pense que dans cette histoire, c'est la curiosité qui va être mon plus grand atout, puisque d'une certaine manière, j'ai par exemple des certifications Adobe qui sont assez rares en Afrique subsaharienne, mais je les ai obtenues en étant autodidacte. Parce que j'étais curieux, parce que j'avais envie de savoir comment ça fonctionnait, parce que j'avais envie qu'on arrête de me dire que c'était difficile et que c'était compliqué, parce que j'avais envie qu'on arrête de me dire que les Africains ne pouvaient pas le faire, et qu'à un moment, il fallait bien démontrer que j'étais capable de faire ce que je disais que je pouvais faire. Et donc j'ai passé les certifications. Je suis donc Adobe Certified Expert sur 8 produits de Adobe, ce qui est assez rare aussi. Et je forme un peu partout en Afrique, dans à peu près 11 pays en Afrique et ailleurs, en dehors du continent, sur justement des questions qui touchent au numérique, au big data, à l'intelligence artificielle, aux interfaces et à l'expérience client. Ok. Donc, on comprend qu'on a le bon profil, hein, la personne compétente pour parler de la tech africaine. Comment tu es arrivé dans ce projet? Alors, comment j'arrive dans ce projet? Je connaissais déjà un peu les parties prenantes, chacune de son côté. Et c'est Rufa qui, un bon matin, m'envoie un PDF et me dit, écoute, on est en train de travailler sur ce projet qui va parler de la tech et je pense que tu es la personne qu'il faut pour présenter. Je lui ai dit, Rufa, tu me connais parce que déjà avec lui on a un antécédent, il m'avait sollicité sur un film et je lui ai dit, écoute, tu me connais lorsqu'il s'agit de passer devant et d'être sous les têtes de projecteur, je ne suis pas très à l'aise avec, mais je vais lire le projet, je te dis ce que j'en pense. Ensuite, j'ai pris le temps de lire le projet et ça m'a paru extrêmement intéressant, c'était même très très intéressant. Et là, réunion avec toutes les parties, Vénitia, Michel, toi et Rufa, là j'ai dit waouh, je pense que je vais faire partie du projet parce que finalement il faut changer de narratif. Il faut changer cette perception qui vient de l'Occident où on a des chaînes étrangères qui viennent nous servir des choses sur la technologie africaine que nous vivons au quotidien. Et par moments, tu as ce gros déphasage lorsque tu les entends parler, tu te dis, mais ils parlent de quelle technologie? C'est le truc que je vois là et qui ne marche pas là, et c'est ça qu'on est en train de louer partout. Ils ont laissé passer à côté une vraie opportunité de parler d'un vrai sujet. Puisqu'ils ne sont pas sur le terrain, ils ne savent pas que c'est ça qui est en train de changer la vie des gens et pas des sujets ou l'angle qui sont pris. Donc je me suis dit, ok, j'ai envie de faire partie de ça. J'ai envie de changer ce narratif, comme on dit en anglais. Ce côté où on vient nous présenter des choses qui sont sous notre nez et on nous les présente à une sauce où on ne se reconnaît pas, nous, en tant qu'utilisateurs ou en tant que personnes qui vivent de ces choses-là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, écoute, on va se lancer, l'équipe est top, l'idée est top, le projet est top, pourquoi pas? Comment comptez-vous, et là je vais peut-être m'adresser aussi à Ruffin, comment comptez-vous en termes éditoriaux ne pas tomber dans le piège de la com pour la com ou de promesses qui vont faire pchit demain? Déjà, la première des choses, c'était de trouver le bon profil. C'était déjà ça, trouver une personne qui comprenait, une personne qui était force de proposition aussi, et une personne qui était dans le vrai. Parce que là, il ne s'agit pas, et tu l'as évoqué depuis le début de ce sommet, en tout cas le début de cette présentation, on n'est pas dans une Afrique qui est fantasmée. On n'est pas dans une Afrique qu'on a envie de réinventer dans le sens où on va mettre du vernis partout et on dira tout est bon. On est vraiment dans un discours qui va être vrai. Un discours, c'est les profils que Nelson va rencontrer, Vénitia je pense ne me contredira pas, ces profils qu'il va rencontrer, il y aura des exemples où il dira il y a ça à faire, en tout cas il y a ça à encourager, mais il y a surtout ça aussi à fuir, parce que ça c'est un leurre, ça c'est pas vraiment quelque chose qui correspond à ce que, en tout cas l'image qu'on a nous de la tech. Donc pour nous le premier truc c'était de trouver le bon profil.
Nelson, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît. Moi, je viens pas du monde de la tech, je connais à peine quelques bricoles, mais si quelqu'un comme Nelson m'en parle et qu'au sorti de là, je me dis, ah oui, j'ai compris. Alors que je suis vraiment néophyte, c'est qu'on a en face non seulement quelqu'un qui le maîtrise, mais surtout quelqu'un qui est un bon pédagogue, quelqu'un qui peut transmettre et qui peut transmettre en des termes simples et qui peut être aussi quelqu'un qui permet de faire des alertes aussi sur le côté, comme tu disais, fantasmé qu'on peut avoir de la tech. Donc pour nous, c'était vraiment la première chose à faire. Et aussi la deuxième chose dans ces parcours, c'est les rencontres. On n'est pas à l'école de Nelson. C'est pas Nelson qui prend un tableau et qui nous dit il y a ça, il y a ça, il y a ça. Nelson va rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres praticiens de cette discipline qu'on trouve peut-être un peu hermétique pour nous néophytes, mais avec ces personnes, ils nous proposent, ils nous racontent, ils nous expliquent les process qui sont mis en place pour l'Afrique et de l'Afrique vers le reste du monde. Donc c'était absolument essentiel, surtout à l'ère du numérique aujourd'hui, de dire que voilà, l'Afrique aussi a son mot à dire. Vénitia, sur la même question. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est plus, surtout cette nouvelle génération, n'est plus celle qui consomme pour consommer. Elle questionne même le contenu qu'elle consomme. Et donc, pour moi, c'est aussi élever justement certains cerveaux, certaines conceptions, des idées reçues. Et comme disait Nelson, c'est aussi aller challenger un peu le mindset et de dire, il n'y a pas qu'une solution, il y a une multitude de solutions. Comme en Afrique, on est sur un continent avec une pluralité de cultures, de pays. Et donc, il ne faudrait pas contrôler en fait l'utilisateur en disant, voici le seul outil qui existe d'Afrique, mais il y a une multitude qui vont dans ce sens. Et ces perspectives-là, on devrait pouvoir laisser le soin aussi aux consommateurs de choisir ce qui rentre mieux, qui cadre mieux avec son pouvoir d'achat, et aussi imposer les initiatives. C'est la partie qui me passionne le plus, c'est au moment où Nelson ira voir certains porteurs de projets et faire un peu le parallèle justement avec ce qui existe hors du continent et montrer la qualité. C'est pas parce que quelque chose est africain que ça manque de valeur. Et moi, je crois que c'est là qu'il faut mettre l'accent et encourager davantage ces jeunes entrepreneurs aussi pour aller de l'avant et surtout susciter des vocations parce que c'est de là où en fait jaillira l'impact. Exactement. Nelson, moi, quelque chose qui m'a frappé, c'est la première fois que je t'ai entendu, c'est ta pédagogie, ta capacité à transmettre ce que tu sais, mais aussi la rigueur et l'intransigeance de tes jugements. Est-ce que ce sont ces outils-là que tu vas mettre au service de ce projet ? Bien sûr, comme l'a dit Richard tout à l'heure, le but, ce n'est pas de parler pour soi, le but, ce n'est pas d'emmener les gens à l'école et de leur dire ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Le but, c'est de présenter des choses et de leur dire, voilà ce qui existe, voilà ce qui marche. Et peut-être que ça ne marchera pas pour vous, ça ne marche pas dans votre pays, ou ça ne marcherait pas dans votre contexte, mais voilà ce qui marche. Et comme l'a dit aussi Vénitia, c'est de mettre ensuite en parallèle en disant, voilà, il y a des solutions de paiement, je prends par exemple ça, qui existent ailleurs, et voici les solutions de paiement qui marchent sur le continent, qui font toute la différence. Le but, c'est véritablement de montrer ce qu'il y a, et pas l'édulcorer ou l'embellir, de montrer ce qu'il y a, et de dire, voilà ce que le continent fait aujourd'hui, et voilà où le continent veut aller demain. Et pour une jeunesse qui a été nommée au biberon à la Steve Jobs, à la Elon Musk, tu as beaucoup de storytelling, tu as beaucoup d'histoires, tu as beaucoup de fantasmes, tu as beaucoup de choses justement où on a juste répeint en or. Mais si tu grattes un tout petit peu, cet or-là, il s'envole. Le but, ce sera aussi de démêler tout ça, de permettre aux gens de se faire une opinion, pas forcément leur dicter ce qu'ils doivent penser, mais de leur donner des éléments justes, vérifiables, qui leur permettent de se faire leur propre opinion et de dire ça marche. Ça, je peux sauter dedans et faire partie des clients. Ça, je fuis parce que c'est vrai que ça brille, mais devant, ça va être catastrophique. Le but, c'est véritablement celui-là. Il faudrait que chacun arrive à avoir un jugement qui est le sien et pas forcément venir se faire raconter une histoire et ne pas savoir réellement est-ce que ça va marcher pour soi ou pas. On a vu de nombreux exemples
de choses qui marchent pour d'autres personnes, qui marchent dans certains pays, mais qui arrivent dans d'autres pays, c'est des grands flops. Parce que malheureusement, ça a été raconté, ça a été pris dans un prisme qui ne permettait pas de se faire son propre jugement. Et justement, le but, pour moi en tout cas, avec ce programme, c'est d'apporter des éléments qui vont permettre aux gens, non pas d'être voilés, mais justement de lever le voile et de dire, tiens, ça m'intéresse ou alors ça ne m'intéresse pas. Pour nous, Africains, nous sommes pas du Wakanda parce que ça reste encore du virtuel, mais l'Afrique et son storytelling d'aujourd'hui est bien réel et donc il en tient qu'à nous en fait, de retourner puiser dans notre patrimoine culturel et de surtout nous identifier justement à nos propres icônes africaines, ceux qui sont allés créer, que ce soit un filant, une plateforme, un software, et tout ça, je pense que ce sont des initiatives qui contribuent à redorer en général le storytelling de ce continent africain qui meurt d'envie que de se faire entendre, de se faire voir et de se faire voir avec une connaissance économique aussi qui va avec, parce que l'innovation doit pouvoir aller avec les fonds, et les fonds ne viendront que lorsque nous montrerons de plus en plus d'initiatives tech qui vont dans le même sens, qui vont dans le sens de redorer, de positionner ce continent, comme on dit souvent au Tropics Business Summit, et c'est à travers cela qu'on peut créer un écosystème qui demain peut vraiment bénéficier aux économies panafricaines. Donc de la création, on peut ramener de la valeur et de l'impact. Donc allons vraiment pour cela. La grande communication et les grands boosts. Moi, j'ai hâte de découvrir tous ces profils avec nos amis qui vont nous accompagner. J'ai vraiment hâte parce que je pense qu'il y a des choses à montrer, qu'il y a des choses à dire qui jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fait. Tout ce qu'ils l'ont fait, comme je l'ai dit, avec un côté où ils présentaient les choses pour eux, et pas forcément pour les spectateurs qui regardent ou pour les personnes, les Africains eux-mêmes, pour qu'ils puissent se faire une idée des personnes qui sont sur le continent, des ressources et des talents qui sont juste magnifiques qu'il y a sur le continent. Rufin ? Oui, alors moi je vais juste ajouter un élément aussi. C'est qu'en fait cette émission c'est aussi une invitation à démystifier le côté tech. C'est pas juste une question des geeks. Tout à fait. C'est vraiment de comprendre comment. D'où le profil pédagogique de exactement. C'est vraiment comment la maman qui vit au fin fond, je sais pas, d'un village du Kenya. Peut apprendre, en tout cas découvrir la force que peut avoir une application ou alors son mobile et comment il peut l'utiliser aussi pour son champ, pour tout ce qui y a. Vraiment, des outils existent, des créateurs africains l'ont fabriqué, des mécanismes de paiement existent aussi et d'autres qui nous facilitent la vie au quotidien. Et surtout, ce que Nelson a souvent l'habitude de raconter aussi, c'est que pour nous, il y a la technologie, mais la technologie sociale aussi. Donc c'est une invitation à toucher du doigt la technologie. Malik Dao, je suis aujourd'hui journaliste, mais Malik Dao a été dans une ancienne vie basketteur international, capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, capitaine de la SEC Mimouza, on va dire un des clubs les plus populaires d'Afrique de l'Ouest. Je suis devenu entraîneur après. Je suis rentré à l'Institut national de la jeunesse et des sports d'Abidjan pour sortir professeur d'éducation physique. Tout ça pour dire que j'ai baigné dans le sport depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Et puis j'ai fini par devenir journaliste, forcément dans le sport. Je sors de l'ESJ Tolbiac et je suis heureux en tout cas d'être dans cette équipe From Africa Sport Team pour essayer de conduire ce show qui fait la part belle
au sport africain, un regard neuf, un regard décalé. Et on souhaite, en tout cas, on espère que nos téléspectateurs ne s'ennuieront pas. Mais nous, on a un parti pris. On a un parti pris parce que le sport africain, pour nous, n'est pas traité comme il devrait l'être. Donc, on a ce parti pris-là de mettre en valeur le sport africain. Ça ne veut pas dire qu'on va être complaisant non plus. Ce qui est mauvais, on le dira. Ce qui est bon, on le dira. Tout à l'heure, on disait en off, on parlait d'Idrissa Gana Gueye qui avait été pour nous l'homme du match entre PSG et Manchester City. Finalement, ça a été Messi parce que Messi c'est le roi. Mais pour nous, c'est Idrissa Gana Gueye. Voilà, ces choses-là, on va les dire. Si au niveau de la CAF, il y a des choses qui vont bien, on le dira. Mais si au niveau de la CAF, il y a des choses qui ne vont pas bien, on le dira aussi. On n'est pas là pour brosser le sport africain dans le sens du poil, mais on est là pour dire les bonnes choses du sport africain quand il faut dire des bonnes choses, et puis pour dénoncer les travers de ce sport africain. Et de la nivaquine enrobée d'un peu de chocolat. Mais au fond, c'est une nivaquine qui va nous soigner. C'est pour ça que quand j'ai eu le fond de ce projet, mais enfin, il y a quelque chose de nouveau. C'est pas on va aller discuter, on va prendre des subventions pour parler de la fédération en bien. Non, on va parler en bien. Ben, on va parler, mais tout nu. La vérité aussi dit que quand tu veux être propre, on ne cache pas sa nudité à la salle de bain. Il faut que tu sois nu. Sinon, tu n'es pas propre. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire dans cette émission. Bonjour. Est-ce qu'on dit Nzetia ou Nzetia? Non, on dit Nzetia. Vous êtes originaire d'où? Alors moi, je suis née en République démocratique du Congo, Okay. à Kinshasa plus exactement. Je suis restée que 8 mois là-bas, enfin les 8 premiers mois de ma vie, et puis je suis arrivée en France, à Paris. D'accord. Voilà. Et depuis, racontez-nous. Alors depuis, j'ai eu un parcours dit classique, hein. Hmm. Je commence par la maternelle. Oui, vas-y. À la maternelle, à la primaire. J'ai eu mon bac littéraire. Maintenant, je suis quelqu'un de l'ancien temps, puisque maintenant j'ai appris que le bac c'est à la carte. Alors moi j'ai eu un bac littéraire avec option grecque. Avec mention assez bien. Ensuite, j'ai fait une fac d'histoire à Paris-Tobiac avec la spécialité, comme à l'époque j'étais une grande fainéante en fait. Classique. Donc classique, je suis arrivée à mon inscription, il n'y avait plus d'options de spécialité à choisir, il me restait que histoire africaine. En plus, ça tombait bien parce que c'était aussi en écho avec le fameux discours de Dakar de l'ancien président Sarkozy, comme quoi l'homme n'était pas rentré dans l'histoire. Et il faut dire qu'avant tout ça, moi j'étais vraiment la bonne parisienne qui a grandi, qui parle en et tout ça. et là, c'est une révélation. Donc pendant les 2 années que je suis à la fac, je valide mes 2 années avec cette spécialisation d'histoire africaine moderne et avant 45. Donc j'ai vraiment une révélation que je dois travailler pour les 2 ponts. Donc au début je voulais être prof d'histoire, mais finalement je me suis dit non, les enfants sont de plus en plus impolis, donc je me vois pas arriver dans cette branche. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un père qui était très qui était vraiment un aficionado du football, du sport en général. Je me rappelle qu'on veillait lors des JO d'Atlanta en 96 et tout ça, et je me suis dit oui, ma deuxième passion, qui est maintenant devenue ma première, c'est le sport. Mon père me dit mais peut-être essayer de te lancer dans le journalisme. Donc j'y vais avec plus ou moins de conviction, je m'inscris à une école où je passe le concours, je l'ai. Et pendant 3 ans, je suis formée en tant que de ce qu'on appelle GRI, journaliste reporter d'images. Donc je fais un premier stage qui s'est super bien passé à Africa numéro 1 en radio. Et le reste de mes années, je me spécialise aussi dans tout ce qui est médias afro. Okay. Au sein de l'équipe de FAST, qui est FAST pour From Africa Sport Team, quelle est votre place? D'être vraiment proche de l'actualité, de suivre ce qui se fait sur le continent sportivement, et aussi vis-à-vis de nos sportifs africains qui s'entraînent ici en Europe.
Donc ça va être beaucoup d'interviews, beaucoup de décryptage et j'ai vraiment hâte d'y être. Et surtout de découvrir Bien sûr, on a des Zongo, on a des Obama, on a des Sadio Mané, on a des Mohamed Salah, mais aussi de découvrir la jeune pousse qui pousse derrière. Tout simplement, le regard des Africains sur le sport africain, c'est voilà, un regard à la fois bienveillant mais critique. Ça peut paraître antinomique, mais c'est exactement ce qu'on va faire dans cette émission. Le sport africain regardé, traité par des Africains avec bienveillance, mais aussi sans complaisance, parce que il est bon, comme disait Sylvanus justement, de dire ce qui va, de dire ce qui ne va pas, et derrière, d'amorcer, de proposer des solutions. Donc c'est carrément un parti pris que nous avons pour faire avancer ce sport-là. Et il y a le sport de haut niveau, le sport, il y a l'élite, il y a aussi toutes ces associations, les petites mains, comme on dit, qui participent à l'évolution du sport, qu'on va aller chercher, qu'on va aller traiter, des gens qui travaillent, qui gravitent autour du sport africain, qu'on va aussi aller chercher. Et puis, ça ne sera pas une émission de football. Ça, je tiens à rassurer nos téléspectateurs, ça ne sera pas une émission de football. On va essayer de ratisser le plus large possible. Il y aura des rubriques très sérieuses. Il y aura des rubriques pour rigoler. Ça sera une franche rigolade. On va déconner aussi. On va bien s'amuser en tout cas. Merci Malik, merci Sylvain, et à bientôt. À bientôt. Go fast, comme on dit chez vous. Go fast. Et merci beaucoup aussi aux techniciens qui sont là, à genoux, accroupis et tout ça, qui font vivre l'affaire. Merci. Viens slammer l'Afrique qu'on ne te dit pas. Celle qui a édifié tant de pas. Viens voir les pharaons qui se déploient à travers le génie de ses fils et filles. File contempler notre patrimoine culturel, tambouriner notre identité ancestrale. Viens, allons raconter par notre voix nos voix aux oreilles de l'univers astral. Allons habiter le monde, racines en main, humanité dans nos veines pour renaître de nos cendres. Écris ton regard pour que l'avenir ne s'égare face aux méandres de la mémoire. Viens humer le Kilimandjaro de fraternité, viens respirer la vie, viens respirer l'Afrique que l'histoire a oublié de te canter. Briller la forêt équatoriale, viens sentir le vent du Mayambe, viens aller en route. Avec nous en ligne, celle qui va être l'égérie de ce programme, qui va être la présentatrice principale, Mixiana. Bonjour Mixiana. Bonjour. Alors, Ruffin, avant que nous puissions revenir vers Mixiana pour qu'elle nous parle un peu d'elle, d'où vient cette idée? Alors, En route c'est une suite logique de la vision de Tourisme Mobile TV. Réinventer notre narration, c'est un peu le maître mot qu'on s'est donné tous. Et réinventer la narration, pour nous, c'était aussi réinventer le regard qu'on pouvait poser sur nos territoires, sur notre population. On sait que l'Afrique a été souvent visitée, souvent filmée, souvent photographiée, mais avec un regard plutôt exotique, avec la curiosité d'une découverte qu'on pourrait afficher dans le trophée des pays qu'on a déjà visités et qu'on veut découvrir. Et ici, pour nous, c'était important de partir, d'encourager surtout une découverte interne. C'est des Africains eux-mêmes qui découvrent leur continent, mais surtout qui proposent au reste du monde le regard qu'ils ont sur ces continents. Mixiana, qui va découvrir ces pays, ne les connaît pas tous. Elle connaît peut-être le Congo, elle connaît peut-être Pointe-Noire qui est sa ville d'origine, mais elle ne connaît pas le Rwanda qu'elle va peut-être visiter, elle ne connaît pas le Cameroun qu'elle va peut-être visiter aussi. Mais pour nous, c'est comment un Africain, s'il va dans un pays, comment il peut retrouver dans ce pays des choses qui nous parlent à lui-même. On ne va pas dans un exotisme, mais on va dans la rencontre de l'autre. Et donc voilà, pour nous, c'était important de proposer un autre regard, une autre façon de visiter l'Afrique et de découvrir sa population. Pourquoi Mixiana?
Alors Mixiana, c'est complètement par hasard, on va dire. Par hasard, pourquoi? Parce que nous, on a voulu quelqu'un qui... c'était pas un casting prédéfini, on n'a pas dit en écrivant l'émission, on va penser à Mixiana, mais on voulait quelqu'un qui était une représentation, un modèle un peu, comment dire, la meilleure version, on va dire, de ce que nous, on pourrait être comme personne qui visite et personne qui découvre. Mixiana, c'est quelqu'un, à la base c'est une comédienne, c'est quelqu'un qui est dans la performance, c'est quelqu'un qui est dans le goût de l'aventure, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Et pour nous, plusieurs casquettes, il fallait lui ajouter aussi effectivement plusieurs vies, plusieurs envies, plusieurs regards. Et ça, c'était une évidence de partir vers un personnage comme Mixiana. C'est vrai que c'était pas, en écrivant, on n'a pas pensé à Mixiana, mais on a découvert son travail, on a découvert son univers et on a pensé tout de suite, oui, que ça collait absolument à l'idée de En route. Alors Mixiana, si tu devais nous parler de toi en quelques mots. Alors, je suis Mixiana, je suis une artiste pluridisciplinaire. Je fais du théâtre, du cinéma, de la performance. Je suis aussi modèle photo et j'adore l'aventure. J'aime beaucoup découvrir, j'aime surtout aller à la rencontre des gens, des personnes pour échanger, pour apprendre à se connaître et tout. Pourquoi tu as dit oui à ce projet? Parce que c'est pas loin de mes délires. J'aime beaucoup, comme je viens de dire, j'aime beaucoup voyager dans mon pays, découvrir les villages. C'est surtout un rapport très personnel que j'ai envers chaque personne que je découvre. J'aime solliciter des personnes inconnues pour essayer de s'adapter dans l'univers qui n'est peut-être pas totalement mon univers. Et donc voilà un peu. Donc j'ai adhéré au projet parce que c'était, pour moi c'est la vie quoi. Pour moi c'est un plaisir. D'abord c'est un plaisir et c'était voilà. En route, c'est une véritable invitation. Comment est-ce que tu comptes traduire en fait cette invitation? Comment est-ce que tu comptes non seulement attirer mais aussi fidéliser un public? Alors en route. Parce que quand je regarde tes réseaux, tu es très loin de l'image de l'influenceur touriste classique. Il y a beaucoup de prises de risques, il y a un personnage, tu portes un personnage complètement désinhibé, qui prend des fois certaines libertés, certains risques, c'est pas toujours très aseptisé. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre les gens? Est-ce que tu es prête à accepter ce défi-là, d'inviter les gens dans ton univers et de les surprendre? D'abord, pour moi, quand j'effectue des voyages, je me dis que je pars parce que je veux découvrir, je pars parce que c'est pour mon plaisir, je pars parce que c'est ma vie, je pars parce que je veux prendre plaisir à rencontrer, à connaître les villages, à connaître les coins de mon pays. Donc je me dis pas que sûrement quelque chose va m'arriver. En plus, j'aime la simplicité possible, donc je prends les bus comme tout le monde. Pour moi, c'est très agréable d'abord parce que tu ne voyages pas. En fait, tu découvres des personnes où tu te dis mais ça sert à rien parfois de se plaindre quand on est quand on a un peu des moyens ou autres, parce que ce que nous vivons, chaque personne apporte le bonheur à sa façon, à sa manière, vit sa vie à sa manière. Et quand je regarde ça, quand je rencontre des gens et que tout se passe bien, pour eux c'est une habitude, et que pour moi peut-être c'est pas une habitude, je me dis mais la vie elle est simple et elle est belle. Donc je pense que la plus grande façon de vivre cette vie, c'est de la vivre de la manière la plus simple possible et de faire les choses qu'on aime tout simplement. Donc moi ça me dérange surtout pas, et j'aime l'adrénaline, il faut dire. J'aime prendre le risque aussi, mais le risque c'est d'abord pour mon plaisir, c'est
Sinon, en route, c'est ma vie que je vais vous raconter, Mixi, dans ses voyages, dans ses hauts et bas. Voilà, c'est un peu ça. Rufin, on voit donc là qu'au programme, ce n'est pas seulement une expérience touristique, mais c'est aussi une expérience sociale. Absolument. Absolument, c'est une expérience sociale, c'est même une expérience politique, j'ai envie de dire. Politique dans le sens où il y a un vrai parti pris, il y a un discours que traduit. C'était aussi l'une des raisons pour lesquelles on avait choisi le profil de Mixiana, parce que quand on voit sur les réseaux sociaux, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est quelqu'un qui défile en petite tenue, qui fait des vidéos, des blagues, et Ouais, tout j'ai ça. vu ça, ouais. Voilà, donc il y a un côté où on peut être un peu dans le cliché de l'influenceuse qu'on pourrait retrouver un peu partout, mais quand on creuse un peu, on découvre que c'est quelqu'un qui est engagé vraiment dans les actions politiques, culturelles. Moi, j'ai vu un travail qu'elle avait fait, par exemple, sur des personnes souffrant de maladies mentales au Congo, où elle s'est déguisée en folle, où elle a arrêté les gens dans la rue pour sensibiliser justement sur le côté où ces personnes existent aussi et on les néglige. Elle a fait d'autres performances aussi pour revendiquer le droit aux artistes congolais aujourd'hui, par exemple, de repartir sur la scène, parce que même s'il y a Covid et tout, la culture, les gens ont besoin de vivre. Donc il y a ce discours que je trouvais dans sa posture aussi qui était très politisée, que je pensais que voilà, c'était une expérience sociale, c'était une expérience politique et c'était surtout une expérience humaine qu'il faut mettre en avant. C'est pas du tourisme classique, mais voilà, c'est un tourisme avec un regard et un discours derrière. Une belle promesse. Une belle promesse, exactement. Merci Mixiana, merci Rufin et à très bientôt sur Tropics Mobile TV. Comme je disais, pour moi, le mot de la fin, c'est Ubuntu. On peut partir d'une idée, rassembler des hommes qui ont une même vision, d'une volonté, et ensuite, on peut faire jaillir quelque chose de nouveau. Et Tropics Mobile TV est un peu comme cette réalisation d'un architecte, et dont, à lui seul, il ne peut ériger une maison. Et donc, je tiens vraiment à rendre la balle à toute l'équipe, à toutes les contributions, qu'elles aient été au stade idée, au stade financier, au stade temps, et surtout que le temps pour nous a une valeur monétaire. Il est important de dire, allons-y, casser la baraque. Et il est temps aussi, en fait, à l'Afrique de pouvoir faire jaillir du sol des idées, des initiatives dont les porteurs de projets sont déjà eux-mêmes de prendre richesse à un géant dans son domaine. Quand je prends Rufin, je lui ai toujours dit, mais d'ailleurs, la prochaine fois qu'il monte les marches de Cannes, il faudrait qu'il me mette dans son sac. Il m'a toujours dit oui. Il m'a même d'ailleurs invité justement à aller tourner avec lui, le suivre dans sa caravane de son prochain documentaire. Donc c'est autant de choses qu'on apprend à chaque réunion et on sort de là mais rempli, avec un esprit tellement rempli qu'on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'ils vont nous dire demain? Et c'est ça pour nous qui nous challenge. Et combien de fois j'ai passé du temps avec Pamela après une réunion, 4 heures, 5 heures de temps, simplement en disant, mais Vénitia, qu'est-ce que Richel voulait dire quand tu disais ceci? Ou alors quand Rufin disait cela, qu'est-ce que tu penses qu'il disait? Et donc il y a cette sagesse qui émane justement de ces expertises. Et non seulement cette sagesse, cette expertise, c'est aussi le côté effacé des porteurs de ce projet qui mais vraiment ne veulent pas se mettre en avant. C'est des acteurs dans l'ombre, des héros pour moi des temps modernes, des African Doers, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Je pense que Tropics TV va venir révéler des personnalités, et je pense que peut-être que Rufin parle beaucoup plus qu'il ne parlait avant qu'il ne rejoigne le projet. On l'a beaucoup fait parler, et aussi tu as cette sagesse de Richel Osti qui arrive, qui dit, Vénitia, tout ce que tu dis n'est pas totalement vrai. Oui, ton monde anglo-saxon n'est pas forcément ça. Et voici la réalité. Et je pense que c'est au-delà de tout ce qu'on fait ensemble, la façon dont on se challenge, qu'on est prêt. On est prêt maintenant à montrer à l'Afrique ce que nous avons dans les tripes. Et cette chose va arriver. Et je suis sûre et certaine que tout ceci va avoir une très bonne résonance auprès du public. Et pas que du public, mais aussi des hommes d'affaires, parce que Tropics Mobile TV reste quand même et demeure une entreprise. Et donc c'est aussi pour nous l'occasion, étant au cœur de ce Tropics Summit, de lancer un appel à tous ces partenaires qui demain peuvent devenir certainement des partenaires clés. Il ne s'agit pas de partenaires financiers, mais aussi techniques
stratégique afin que nous puissions gagner du terrain. Mais Tropics Mobile TV est là, c'est la chaîne du peuple, c'est la chaîne de l'Afrique, des Caraïbes, de sa diaspora, et c'est donc à nous de réinventer ce storytelling que nous réclamons tant. Voilà, de la fin de la coprésidente de la chaîne, qui la coprésidente avec Rufin Boumikewa que vous avez pu entendre. Nous saluons aussi Pamela, qui est assistante de production à TMTV et qui, malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu être là avec nous. Elle fait partie, avec moi-même, de cette équipe que nous avons constituée et qui a travaillé pendant des mois et des mois pour affiner ce projet, avec beaucoup de sueur, beaucoup d'énergie, beaucoup de dons de soi, mais toujours avec un esprit positif et toujours dans cet état d'esprit d'écoute les uns des autres. Ça n'a pas toujours été évident, mais comme on sait où on va, on savait où on allait, donc on est resté soudés dans cette équipe. Tropics Mobile TV, excusez-moi du francophone que je suis, d'écorcher ce magnifique accent anglais. Ça va être de la culture business, du divertissement, du lifestyle, de l'info et des magazines, de la découverte. Aujourd'hui, nous avons une palette d'une vingtaine de programmes qui sont prêts et nous allons progressivement les amener à diffusion. Nous sommes dans un mode non linéaire, donc vous allez au fur et à mesure voir notre catalogue s'étoffer. Ça part du documentaire aux séries, aux films, aux magazines. Nous allons vraiment vous offrir une palette large de ce que nous sommes capables de voir du monde et de voir ce que nous sommes capables de voir de l'Afrique. Et vous inviter à cette réflexion-là. C'est pas de la propagande, mais toujours essayer d'être le plus juste possible et vous laisser le choix d'être d'accord avec nous ou pas. Mais ça sera toujours dans un esprit de liberté, de justesse au possible. En tout cas, merci au Tropics Business Summit de nous avoir accueillis, nous avons offert l'opportunité de présenter ce programme. Nous l'avons enregistré le 11, il va être diffusé le 16. Et le sommet sera terminé. Nous sommes fiers de pouvoir être la dernière pierre, la dernière roue du carrosse. J'espère que vous pourrez rester avec cette promesse dans votre cœur et qu'on vous retrouvera très bientôt sur nos antennes. À très bientôt sur TMTV. Bonne soirée à tous.